Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la pleine lune et de l'éclipse lunaire du 30 novembre qui aura lieu à 8 degrés 38 minutes dans le signe des Gémeaux à 10h30 minutes sur Paris. C'est la seconde éclipse sur l'axe Gémeaux-Sagittaire depuis juin 2020. La dernière sur cet axe aura lieu en décembre 2021. La pleine lune sera bien évidemment opposée au soleil qui l'éclaire du Sagittaire, également à 8 degrés 36 minutes. Soleil qui sera par ailleurs dans un trigone croissant à Mars, direct à 17 degrés du Bélier. Alors notre pleine lune fait surtout des aspects mineurs, on va voir, avec Vénus, Jupiter, Uranus et Pluton, et un carré assez large mais croissant, avec Neptune à 18 degrés dans le signe des Poissons. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, dans ces aspects mineurs, il existe la figure très nette d'un rectangle dit un rectangle d'irritation ou un rectangle stimulus, comme le nommait Bruno Huber. C'est un astrologue important dans l'évolution de l'astropsychologie. On le voit en vert sur la carte. C'est un semi-sextile entre la Lune et Uranus, un semi-sextile entre le Soleil et Vénus, un quinconce entre le Soleil et Uranus, un autre quinconce entre Vénus et la Lune. Une double opposition croisée entre le Soleil et la pleine Lune et Vénus et Uranus. Alors on m'a déjà questionné sur ce rectangle et je vais prendre la peine d'y répondre avec celui-ci, puisqu'on y est aujourd'hui. Alors un rectangle d'irritation génère beaucoup d'activités. Ce sont des énergies qui nous donnent envie de nous réaliser et de nous donner les moyens pour ce faire. Ici, le Soleil en face de la Lune voit cette activité concentrée sur nos relations intimes et Vénus opposée à Uranus va exagérer en quelque sorte la tension émotionnelle des difficultés dues à des inaptitudes à nous contrôler lorsqu'on est sous l'emprise de nos émotions, justement. Il y a une grande tension que l'on communique dans notre penchant à répondre de façon immédiate à toutes les pressions des autres. Les différences entre partenaires, ou alors deux possibilités, sont tout à coup beaucoup trop grandes et ces divergences nous exaspèrent. Si les semi-sextiles absorbent l'énergie, cette dernière ne s'épuise pas pour autant et se recharge constamment, en conséquence de quoi il nous est impossible de nous détendre. On réfléchit à de nouvelles possibilités, on réfléchit à des solutions, on est comme en alerte, mais je pense que si on s'abstient de donner du grain à moudre aux disputes, aux désaccords, si on ne perd pas son temps à arroser l'incendie d'essence, cette période peut s'avérer géniale niveau créativité. Les habitudes, la routine sont dégagées et on est capable de dresser des plans très intéressants pour l'avenir. On peut aussi rencontrer des gens tout à fait différents de ceux que l'on fréquentait et cette nouvelle oxygène mental nous rend plus intuitifs, nous rend plus inventifs. Ça signe des amitiés importantes, mais le plan affectif n'est pas particulièrement le premier qui se développe ici. Voilà pour ce rectangle stimulus. À noter aussi que l'énergie de cette éclipse n'est pas totalement nouvelle. La dernière fois que cette éclipse a eu lieu au même degré des Gémeaux, c'était en novembre 2012. Ça réveille une urgence de savoir, de comprendre, de faire passer une info sur quelque chose qui nous est important, de faire une annonce, une déclaration. On est particulièrement consciente des défauts que comportent les structures de nos vies, surtout tout ce qui concerne nos déplacements, nos voyages, nos communications, qui sont les sujets phares du moment. Cette énergie vient déranger une routine que nous avons mise en place depuis un moment et qui ne donne plus de résultats. Alors évidemment, dans les Gémeaux, il y a l'idée du choix, d'une dualité, de plusieurs options, de deux directions qui nous font envie. En fait, il faut se concentrer sur le nœud nord et l'indication ici, c'est précisément de sortir de l'expérience connue pour aller à la découverte de l'inconnu. On est appelé à tester notre idéal sur la réalité quotidienne et restituer ce que l'on sait, ce que l'on a appris et trouver des moyens de le communiquer en bonne intelligence. La perspective d'une autre possibilité, d'une autre route se dessine nettement. Peut-être que c'est une proposition ou une possibilité qui a déjà été présentée en 2012.
Cette année-là, enfin en 2012, le nœud sud était dans les Gémeaux. Un choix que l'on n'a pas fait à ce moment-là, et aujourd'hui, avec le nœud nord, ce choix se présente à nouveau et nous permet de nous adapter, de changer, d'évoluer. La Lune sera conjointe au nœud nord quelques heures seulement après son opposition exacte au Soleil. Il y a 12 maisons dans votre thème. Regardez où se trouvent celles qui sont sur l'axe Gémeaux-Sagittaire pour savoir dans quel domaine ce changement va devoir être fait. La pleine lune formera aussi un sextile exact à Chiron quelques heures avant d'être pleine. On va voir ça un peu plus loin. Alors le maître de cette pleine lune, éclipse, est Mercure à 27 degrés 46 minutes du signe du Scorpion. Et ce maître est très bien aspecté au triumvirat en Capricorne. Il est aussi très bien aspecté à Neptune et à Chiron. L'éclipse a une énergie très similaire à une pleine lune, mais en beaucoup plus forte. Les émotions et l'intuition, qui sont des qualités lunaires, atteignent leur apogée pendant une éclipse lunaire. Les forces en jeu sont souvent ce dont j'ai besoin contre ce que je veux, dans toutes nos relations intimes, les relations avec la famille, le couple, mais aussi dans le travail. Cela peut se traduire par des crises, par des conflits, une grosse fatigue, mais aussi une vraie lucidité sur la dynamique de nos relations et les sentiments négatifs à l'œuvre, donc la possibilité assez précieuse de changer tout ce qui est toxique, de faire le ménage dans le bagage émotionnel que nous portons depuis 6 mois. Alors l'exercice est le même, on regarde dans notre thème natal dans quelle maison nous recevons le signe des Gémeaux, et si nous avons des planètes à 9 degrés, 9 degrés, on va dire entre 7 et 12 degrés du signe des Gémeaux. Il y a quelque chose qui se distingue clairement dans ce domaine. Le maître de cette pleine lune, Mercure, est encore dans le signe du Scorpion, où l'on a besoin de vérifier si ce que l'on ressent, ce que l'on a compris est juste ou non. Il y a même du plaisir à se révéler à soi-même des pensées, des vérités secrètes. La pleine lune sera en quinconce à Mercure quelques heures seulement après l'éclipse. On peut donc chercher à se libérer de cette tension affective, psychologique, en défiant nos interlocuteurs, en les soupçonnant, eux, de nous cacher quelque chose. Mais là, la projection, surtout avec la lune, est à son comble. Il ne s'agit pas de l'autre, mais bien de nous-mêmes en débat avec notre vérité intime. On n'oublie pas que ce Mercure a été rétrograde en Scorpion, ça fait un petit moment qu'il est en Scorpion, et donc un passage un peu insistant sur nos craintes, nos obsessions, ce que l'on ne supporte plus mais qui est toujours remuant, vivant, agaçant. Notre mental peut être le jouet de pulsions qu'il est un peu difficile de définir. Donc des craintes, des angoisses, mais aussi une volonté de comprendre, une volonté d'approfondir, d'aller chercher la vérité quelle qu'elle soit jusqu'à sa racine. L'astuce en fait, c'est de ne pas se laisser envahir par ses doutes, de ne pas trop ouvrir la porte trop largement à ses appréhensions pour ne pas rater la nouvelle aventure proposée par la pleine lune et le nœud nord, par la nouvelle expérience d'apprentissage qui arrive ici. Il s'agit de communiquer, de s'informer. On est dans le monde des Gémeaux, alors de lire, d'écrire, de partager, d'échanger ses connaissances. Il y a le besoin de savoir et d'expérimenter et de se débrouiller pour ce faire si l'on rencontre des obstacles. Le fait que Mercure soit très bien aspecté aux planètes en Capricorne nous éclaire sur la nouvelle carte de notre territoire en fait. On voit très clairement la possibilité d'élévation qui s'ouvre, un pouvoir de construction, d'une édification solide inspirée par une vision lucide, une vision perspicace. Il n'y a pas de place au hasard et tout est développé selon un plan serein. On voit la portée de ce plan et sa stabilité sur le long terme. On est inspiré, on est activé par un objectif à longue portée que l'on préfère garder pour nous toute seule pour le moment, et c'est très bien comme ça. On sait s'insérer dans le groupe social sans perdre son unicité. Ce petit trigone entre Mercure, Neptune et le triumvirat en Capricorne donne de l'habileté, du flair. Il donne aussi la légalisation d'une restructuration, une reconnaissance légale du savoir. Bon, ça peut être un diplôme. Avec Chiron en Bélier, pour éviter de se sentir incapable, lorsqu'il faut faire un choix, faire preuve de volonté, on peut avoir tendance à emboîter le pas sur les autres tout en nourrissant un certain ressentiment à leur égard dans le processus. Bon.
défendre une cause qui n'est pas la nôtre. On est dans l'action pour l'action et cette énergie peut se perdre en vaines tentatives. Mais Chiron, très bien aspecté à cette éclipse pleine lune et à son maître, nous offre de la clarté quant à ce que nous voulons faire pour nous-mêmes et nous rend doués pour aider les autres à en mettre dans leurs idées. On perçoit beaucoup mieux ce qui se cache derrière les apparences des autres parce qu'on se porte une vision similaire. C'est d'ailleurs fait sans jugement particulier, c'est une façon de ne plus porter de masque. On est conscient de ses besoins émotionnels et de ceux des autres et on sait instinctivement comment répondre à ces besoins. Donc un Chiron sur lequel on peut compter pendant cette pleine lune. Enfin, le trigone de Mercure avec un Neptune qui repasse direct la veille, c'est-à-dire le 29 novembre, dans les Poissons, nourrit notre idéal, même lointain. On est capable de voir plus loin, d'utiliser positivement notre intellect, notre imagination, notre inspiration. Je pense qu'il faut profiter de ce de ce trigone entre Mercure et Neptune, parce que pendant l'éclipse solaire et la nouvelle lune du 14 décembre, ils seront en carré. Mercure sera à ce moment-là en conjonction étroite au Soleil, à la Lune et au nœud sud en Sagittaire, et donc en carré à Neptune pendant l'éclipse solaire du 14. Une fin d'année qui doit nous conduire à une véritable mutation psychologique et sociale. Alors, évidemment, ça touche la santé, ça touche l'enseignement, les voyages, les communications, l'Église, les religions. C'était attendu en quelque sorte. On ne joue pas impunément avec l'énergie neptunienne sans que cela engendre de graves répercussions dans la vie quotidienne. On va devoir s'interroger sur nos relations avec les autres, notre sincérité dans nos implications extérieures. On va devoir s'interroger sur la réalité de notre foi, enfin en tout cas les prétextes de notre foi qui se heurtent aujourd'hui à des drames bien concrets. Que ces drames découlent de l'indifférence, de la folie, de l'égoïsme, maintenant il va nous falloir faire preuve de caractère, d'autorité, de droiture, mais aussi d'empathie, d'humanité avec un grand H. On en a déjà parlé ici, Mercure, Hermès dans la mythologie, c'est à peine marché qu'il vole les vaches sacrées de son grand frère Apollon et s'en sort en usant de son charme. C'est le premier d'une série de coups pendables où il se montre plus malin que ses aînés, il ruse, il se révolte, il change d'avis, de cause, d'intérêt. Dans tous les cas, il se retrouve devant Zeus qui lui pardonne tout et en fait le messager des dieux. C'est-à-dire qu'il est le seul à voyager du monde d'en dessous, chez Hadès, au monde du dessus, chez Zeus, des profondeurs du monde souterrain à l'Olympe. Hermès trouve toujours une solution pour sortir d'une impasse ou se dégager d'une situation humiliante. Il n'est jamais puni, trouve toujours un moyen pour échapper aux conséquences de ses actes. Or, avec ce carré entre Mercure, les nœuds lunaires et Neptune, tous nos idéaux sont bouleversés et l'on se doit de percer d'épaisses zones de brouillard sans aucune aide extérieure. Enfin, sans aucune aide intellectuelle extérieure. C'est important cette différence. On est confronté à la nécessité de dépendre des autres pour des situations qui nous troublent. Les pirouettes, les simagrées, les entourloupes, même charmantes, risquent de ne plus passer auprès de personne. De plus, c'est une période d'opinions extrêmes qui se prétendent détentrices de vérité alors qu'elles se révèlent après coup comme une illusion, une croyance mensongère. Neptune n'est pas sensible au charme de Mercure et à ses arguments qu'il prend pour des stratagèmes malveillants, des manipulations. Alors, Neptune, c'est large, ça peut être les laboratoires, les médicaments, les vaccins, les drogues, les psychoses. Et ces domaines-là jouent un rôle prépondérant dans cet aspect et provoquent une grande méfiance. Il faut comprendre cet aspect comme un risque d'erreur dans un calcul, dans une mesure, dans l'information qui circule. Mercure, c'est aussi la jeunesse, l'adolescence, et la révolte qui gronde de la part de cette population qui souffre s'inscrit totalement dans la lecture de ce thème. Combien d'étudiants qui n'ont pas pu rejoindre leur famille et se retrouvent isolés pendant ces confinements? Combien d'entre elles et eux comptaient sur un job de serveuse, de babysitting et de soutien scolaire pour payer un loyer? Privés de job, ils restent cloîtrés chez eux, tenaillés par la faim et l'angoisse. La confiance en soi vient avec le temps. Avoir 20 ans aujourd'hui, quand on ne peut même pas se payer une connexion Internet, on a le sentiment d'être oublié de tous.
Or, on ne peut pas oublier nos jeunes, car ils sont celles et ceux qui vont être la suite de notre humanité. Et justement, le danger de ce tumulte, de ce gigantesque bazar actuel, c'est la résurgence d'idées extrémistes et violentes. D'autant qu'on a 2 carrés qui progressent entre Saturne, Jupiter, qui vont entrer en Verseau, et Uranus en Taureau. Alors le carré Jupiter-Verseau et Uranus-Taureau a d'ailleurs un historique assez chargé, puisqu'on le retrouve au même degré qu'il va traverser pendant tout 2021, on le retrouve en 1938. Le carré Saturne-Uranus, c'est une tension entre l'archétype du temps, de la tradition, du passé, et celui de la jeunesse, de la modernité, du progrès. C'est une crise sociale, économique, qui fait s'écrouler les vieux schémas, qui fait s'écrouler une société, un parti, et fait rechercher une indépendance sur la façon de pourvoir à ses propres besoins. Mais dans l'élan de cette recherche, il y en a qui vont nous assommer avec des idéologies qui datent de Mathusalem et vont se glisser jusqu'à des places de décision. Comme on a déjà vécu tout ça, ça serait bien qu'on utilise cette vibration pour s'ajuster tranquillement à une nouvelle façon de vivre ensemble dans la tolérance et le respect. Bon, j'ai un peu plombé cette fin de chronique là, alors je vais redresser la barre en disant aussi que notre potentiel créatif est malgré tout cela extrêmement puissant. Et je ne parle pas seulement pour les artistes, bien sûr. On est beaucoup plus ingénieuse, on est beaucoup plus inventif, on est sagace, on est habile. Uranus en Taureau nous parle de faire fonctionner ce qui nous est proche, tout ce qui est local. On traverse une récession économique, on va donc cultiver, produire notre propre jardin, au propre comme au figuré. À l'intérieur de nous, on n'a pas seulement un juge, des critiques, une logistique qui tourne 24/24. On a aussi un idéal, des rêves, une sensibilité, des émotions qui sont tout aussi réelles que quotidiens. On regarde toujours le fruit et on oublie qu'au départ, il s'agissait d'une graine. Si nous prenons soin de notre jardin prend soin de nous. On le nourrit et il nous nourrit en retour. Tellement de choses dans la vie fonctionnent de cette façon équitable. Il leur faut juste un endroit où grandir. Parfois ça va vite, parfois c'est plus long et même beaucoup plus long, mais dans tous les cas, ces idées, ces graines poussent, grandissent, et lorsqu'elles éclosent, elles font partie du monde comme nous faisons partie du monde. C'est à nous de respecter ce jardin, qu'il soit dans notre âme, qu'il soit dans notre cœur, dans notre tête. Le plus important, c'est qu'il y soit bien, qu'il y soit protégé. Éric Beru, qui est de loin l'astrologue francophone que je préfère, dit qu'il faut honorer toutes les déesses et tous les dieux dans notre thème. Celles et ceux que l'on néglige trouvent toujours le moyen de se venger de notre indifférence. C'est sans doute ce que l'on appelle traverser une crise, quand on est face à sa Déméter, à son Neptune, son Mercure interne. Il est temps de le reconnaître, de leur laisser la place qu'ils méritent, dans tous les cas, d'apprendre à vivre en paix avec son temple intérieur. Alors le 13 décembre, Éric Beru, justement, donne une conférence sur la conjonction Saturne-Jupiter en Verseau, à laquelle je vous conseille de vous inscrire. Éric Beru, c'est un astrologue, un mythologue, un psychanalyste, un auteur brillant et passionnant. Même les débutants en astrologie peuvent suivre. Il est un excellent pédagogue. Avec lui, même les aspects les plus mystérieux, les plus complexes de notre thème s'éclairent et prennent sens. Alors on me demande souvent avec quels ouvrages commencer l'astrologie, et je pense, moi, qu'il faut commencer avec les meilleurs, dont fait partie Éric Beru. Voilà, c'est une actualité que vous pouvez suivre et en tout cas que vous pouvez mettre dans votre vie. Mes chers amis, cette chronique est à présent terminée, j'espère que c'était pas trop long quand même. Pour une étude personnalisée de votre thème, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je pratique toujours une réduction exceptionnelle en ces temps exceptionnels, et ce jusqu'à la fin de l'année. Je vous souhaite une magnifique éclipse et une somptueuse pleine lune, et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.